on passe un tiers de notre vie à dormir et un tiers de notre vie devant les écrans. Pourtant, il existe un lien très fort entre ces deux mondes. C'est ce que l'on va explorer pendant ce podcast. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Pourquoi les ados font pas dodo? Pourrais-tu commencer par te présenter, Christine? Psychologue clinicienne, docteur en psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Et j'ai commencé à travailler sur le sommeil dès la sortie de mon DEA. Tu utilises souvent le terme veille-sommeil quand tu parles du sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire en fait exactement? En fait, c'est pas utilisé, alors qu'effectivement, la première chose qu'il faut qu'on explique, c'est que quand on s'intéresse au sommeil, on s'intéresse aussi à l'éveil. Et d'ailleurs, dans le laboratoire de recherche INSERM, il y avait autant d'équipes qui travaillaient sur l'éveil que d'équipes qui travaillaient sur le sommeil de nuit, j'allais dire, voilà, ce qui se passait la nuit, ce qui se passe le jour. Parce que tout est lié. Ce qui se passe en journée peut avoir un effet sur ce qui se passe la nuit. Ce qui se passe la nuit peut avoir un effet sur ce qui se passe en journée. Donc le rythme veille-sommeil, c'est un rythme que l'on a de façon endogène, c'est-à-dire à l'intérieur de notre cerveau, une horloge biologique, on appelle ça, une horloge biologique interne, qui va rythmer ce rythme veille-sommeil qui est le plus important et le plus grand des rythmes circadiens. Donc un rythme circadien, c'est un rythme qui court sur plus ou moins 24 heures. Et donc le rythme veille-sommeil, il est sur plus ou moins 24 heures. Et c'est pour ça que le plus important quand on s'intéresse aux troubles du sommeil et au sommeil de tout un chacun, là, c'est d'essayer de remettre ses pendules à l'heure. Parce que comme notre vie quotidienne, elle est vraiment basée sur 24 heures pile, dès l'instant qu'on peut faire plus ou moins 24 heures, on n'est plus sur le rythme de la journée. C'est vrai qu'en vacances, on a souvent tendance à se décaler le sommeil parce qu'il n'y a plus le rythme scolaire ou professionnel. Est-ce qu'il y a des gens qui sont naturellement décalés en termes de sommeil? On a tous un rythme personnel. Il y a le rythme donc, biologique endogène, d'accord? Il y a le rythme personnel, et là vous avez soit des couches tard, soit des couches tôt, soit des lèves tard, soit des lèves tôt. Voilà. C'est ce qu'on appelle la chronotypie finalement de chacun. Et ça rajoute à ça effectivement les rythmes professionnels, les transports en commun, les rythmes familiaux avec les enfants, le couple, enfin tout ce qui peut se passer dans une famille finalement. Voilà. Et c'est pas facile à cause de ça d'avoir une bonne synchronisation de tous les rythmes qui est la seule efficace pour être en bonne santé, quoi. Donc en fait, là, on a tous une chronotypie différente, mais par contre, on a tous le même cycle de sommeil qui est lui-même organisé en plusieurs phases. Mais du coup, est-ce qu'on a tous les mêmes durées de cycle et de phases, peu importe l'âge? Voilà, c'est pas du tout pareil que la chronotypie dont on parle, parce que quand on est bébé, effectivement, c'est des cycles on parle de cycles du coup, des cycles très très courts, mais 50 minutes, c'est le 0-6 mois là, après 70 minutes, alors qu'un adulte, enfin dès l'adolescent, l'enfant plus grand, adolescence et adulte, c'est des cycles d'une heure et demie en moyenne. Voilà. Donc c'est évident que du coup les parents nous disent ils n'ont pas le même rythme que nous. Et c'est ce qui crée effectivement des périodes d'éveil et de sommeil qui se succèdent tout au long des 24 heures. Voilà. L'adolescence et à l'âge adulte, c'est l'adolescence ça va être autour de 9 heures en moyenne. L'âge adulte c'est autour de 8 heures en moyenne. Voilà. Oula, ça me fait peur parce que je suis vraiment très loin des heures de sommeil recommandées. Et justement, en quoi est-ce que les écrans vont impacter ces phases de sommeil? Alors ça c'est une très bonne question parce que justement, chaque phase de sommeil a des fonctions spécifiques. D'accord. Voilà. Bon, c'est toujours en train d'être étudié. C'est hyper important de comprendre à quoi sert le sommeil profond, le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, donc, est le sommeil du rêve et du cauchemar, là, voilà, pour un raccourci. Mais ça, c'est si vous vous couchez à 20h, à 23h, à 3h du matin. On commencera toujours par ce début de nuit. D'accord, voilà. Donc, ce qui est dramatique chez les adolescents qui se couchent très très tard, c'est que dans la mesure où on commence toujours par cette phase fortement chargée en sommeil lent profond, eh bien, si on décale notre phase de sommeil sur le matin, il va peut-être dormir 5 heures, on va dire, voilà, par exemple, voilà. Mais du coup, ça veut dire que la fin de nuit, pour ceux qui auraient besoin de dormir 8 heures ou 9 heures, va être éliminé, squeezé, quoi. Enfin, je veux dire, ils vont se lever pour aller à l'école et tout ça, donc ça va être éliminé. Donc, ils n'ont pas toute cette deuxième partie de nuit qui est fortement chargée en sommeil paradoxal. J'entends déjà les ados qui vont dire que c'est pas grave de se coucher tard en semaine parce qu'ils vont rattraper leur sommeil le week-end. Est-ce qu'on peut vraiment rattraper sa dette de sommeil, Christine? J'insiste pour vous dire, là, droit dans les yeux, il n'y a aucune récupération de week-end. C'est pas en un week-end, en 2 nuits, qu'on peut récupérer, d'autant plus que quand il se lève à midi ou à 14h, il ne se couche pas à 9h du soir. Ouais.
Donc c'est pas une récupération, c'est un décalage de la phase de sommeil sur le jour. Donc ils n'ont rien récupéré du tout parce que le sommeil de jour n'est pas le sommeil de nuit. Il se passe plein de choses pendant le sommeil de nuit qui est bon pour notre santé, pour grandir, pour le système immunitaire, la mémorisation, je cherchais le mot aussi par rapport aux émotions, voilà, réguler ses émotions et tout ça. Voilà. Ça, c'est des choses qui vont se passer plutôt la nuit, alors qu'en journée, il y a d'autres hormones, d'autres sécrétions hormonales, d'autres choses qui vont se passer en journée qui font que on n'a pas le même sommeil du tout le jour et la nuit. Donc on ne peut pas récupérer. On va bien sûr dormir, se reposer, je sais pas quoi, mais en tout cas, on ne peut pas récupérer cette dette de sommeil de la semaine. Quoi. Tous ceux qui travaillent de nuit vous le diront en plus aussi. Bon, eh ben, je crois qu'on n'a plus d'excuses pour se coucher tard en semaine. Est-ce que du coup, les écrans sont les seuls responsables de ces insomnies? Les écrans n'ont fait qu'accentuer un phénomène qui existait déjà. D'accord. Moi, quand j'ai commencé en 90, il n'y avait pas d'écran. Or, 80% des adolescents sont couche-tard. Alors, c'est vrai que ces chiffres, ils sont difficiles aussi à valider parce qu'il y a beaucoup de... Comme le sommeil est très mal vécu à l'adolescence, ça fait bébé, tu vas te coucher comme les poules, enfin bon, il y a plein, on entend tout ça autour du sommeil. Donc du coup, même ceux qui auraient besoin de se coucher tôt, ils vont se coucher tard. Quoi. Donc, mais il y a quand même une chronotypie très importante de couche-tard, dans la société de façon générale d'ailleurs, donc, dont les adolescents. Donc c'est vrai qu'ils sont en manque de sommeil au sens où ils n'ont pas sommeil le soir déjà. Et s'ils n'ont pas sommeil le soir, avant ils sortaient, maintenant ils sont sur leurs écrans, avant ils traînaient, ils étaient devant la télévision. Enfin voilà, il y a toujours eu quelque chose qui comblait cette période en fait du soir où on n'a pas sommeil. Vraiment un avant et un après. Ouais. Les appareils mobiles. Mobiles, d'accord, parce qu'on peut les emporter dans son lit. Voilà. D'accord. Parce qu'avant, quand un adolescent était sur son jeu vidéo dans le bureau ou dans le salon familial, l'ordinateur fixe, il restait dans le salon ou dans le bureau. D'accord. Voilà. Ou même dans leur chambre, à la limite. Bon, c'est pas bon d'avoir un ordinateur dans la chambre, mais en tout cas, dans la chambre, s'il était sur le bureau, il était sur le bureau, quoi. Depuis les appareils mobiles, ça, il y a des études qui l'ont montré, depuis les appareils mobiles, évidemment, on se tréballe partout avec, quoi. Et notamment dans le lit. Il y a Sylvie Royan Parola qui a travaillé sur ça et qui a sorti un article en 2022, je crois, voilà, qui dit que réellement, maintenant, on est dans un jet lag social. D'accord. Parce que les écrans ont accentué ce phénomène-là. Pourtant, Christine, je compte plus le nombre d'ados qui m'ont dit que les écrans les aident à s'endormir. Qu'est-ce que toi, t'en penses? Quand ils disent ça m'aide à m'endormir, parfois c'est 3h du matin, quoi. Donc moi, j'appelle pas ça m'aider à m'endormir, tu vois. Donc ils vont s'endormir d'épuisement. Si on s'endort d'épuisement, justement, sur ces écrans, on risque de s'endormir directement en sommeil lent profond. D'accord. Et ce sommeil lent profond, quand on a été épuisé, quand on a accumulé beaucoup de fatigue et tout ça, il peut apparaître durant ce sommeil lent profond ce qu'on appelle, nous, des parasomnies. Eh bien, on peut faire de la terreur nocturne, du somnambulisme, somniloquie, enfin parler pendant ce sommeil, voilà, tout ce qui est regroupé dans la catégorie des parasomnies, quoi. D'accord. Dans ce cas-là, pourquoi il y a autant d'ados qui vont sur les écrans si ça ne les aide pas vraiment à s'endormir? Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème plus profond qu'ils essaient en fait de résoudre à travers les écrans? L'usage des écrans risque d'accentuer des habitudes ou des choses, des ruminations mentales et tout ça, qui existaient déjà. Mais comme l'adolescent ou le jeune adulte va vous voir vérifier sur son écran ce qui se dit, ce qui se fait pas, machin, par rapport à lui, il va y rester plus longtemps et ça peut créer un trouble d'endormissement. D'accord, voilà. Ça, c'est un premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, quand on dit moi ça m'aide à m'endormir, c'est justement pour éviter de penser, quoi. Ça t'évite de penser, tu es dans ton jeu vidéo, tu n'as plus ces ruminations là, négatives qui t'empêchent de t'endormir. Donc ça peut éviter effectivement ça, mais par contre, le fait de jouer, on n'a plus envie de s'endormir, quoi. Donc les heures passent super vite et du coup, ça repousse le temps d'endormissement, quoi. Sans parler de la fameuse lumière bleue, des ampoules LED, donc des ordinateurs, des tablettes et des écrans et tout ça, enfin du smartphone, quoi, qui elle aussi est un facteur totalement éveillant, quoi. Mais comment vous faites dans la recherche pour évaluer le sommeil? Alors ça dépend si on est dans un gros laboratoire de recherche sur le sommeil, et là il va y avoir des électroencéphalographies, c'est comme ça que j'ai commencé moi, donc les EEG, là, parce qu'il n'y a que ça qui permet de connaître la qualité du sommeil, des enregistrements électroencéphalographiques, voilà. En revanche, dans une consultation clinique, on peut, pour trouble du sommeil, ou pour juste connaître son sommeil, on peut demander à remplir des agendas de sommeil ou un agenda de vie quotidienne, parce qu'aujourd'hui on demande justement s'ils sont sur les écrans, enfin de noter le plus de choses possible autour de la vie quotidienne, s'il y a un travail après les études, voilà, tout ce qui peut avoir un impact justement qui se passe la journée, qui peut avoir un impact sur le sommeil.
Si certains des auditeurs s'inquiètent comme moi pour leur sommeil, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour avoir un bon rythme ? Des activités hors écran, Ouais. du sport, alors pas trop proche de l'endormissement, sauf si c'est des sports d'endurance comme la natation par exemple. Là, de toute façon, on est très fatigué, donc voilà. Donc on va s'endormir même si c'est très proche de l'endormissement. Hein. Ensuite, il y a l'alimentation. Hein. Très importante, c'est ne pas manger des repas lourds. Donc le sport, la nutrition, donc ça c'est vraiment des choses sur lesquelles pour lesquelles on peut être vigilant. Ensuite, il y a la lecture quand même. Mais la lecture, c'est pareil, hein. Si vous êtes sur un vrai thriller psychologique, hyper angoissant avec des meurtres horribles, ça peut très bien empêcher de s'endormir aussi, quoi, là. Donc, il n'y a pas de recette, il faut choisir chacun. Et après, bien sûr, il y a tout le domaine du bien-être, la méditation, sophrologie, yoga, stretching, des choses qui permettent de la cohérence cardiaque, voilà, des choses qui permettent des choses qui permettent de poser son rythme respiratoire et cardiaque, justement, voilà. Pour rentrer dans le sommeil de façon apaisée. Avec toutes ces discussions, je me dis vraiment que le sommeil, ça va être un des plus grands troubles du XXIe siècle. Quelles sont, toi, tes inquiétudes pour les prochaines générations et comment est-ce qu'on pourrait les protéger ? L'idéal, ce serait plutôt d'écrire aux grands groupes et qu'ils arrêtent de tout faire pour qu'on y reste, quoi. Parce que c'est vrai que moi, s'il y a des adolescents qui m'écoutent, là, il faut vous dire que c'est pas du tout par faiblesse que vous y restez, hein, voilà, que c'est très dur, effectivement, de pouvoir réguler l'usage de ces écrans, parce que tout est fait pour qu'on y reste, tout est fait pour que ça nous plaise, tout est fait pour trouver un intérêt, voilà, et du coup, tout ce qui n'est pas numérique n'a plus de sens. Le danger de l'adolescence, c'est ça, c'est dans la comparaison. Je suis dans la comparaison sociale permanente, en faisant défiler sans arrêt des choses, sans même m'arrêter pour réfléchir sur ce que je suis en train de regarder, quoi. Et je fais un lien là aussi avec le sommeil, parce que à force d'être comme ça dans un usage passif des écrans, ça crée énormément d'anxiété, voire de la dépression, et ça crée ensuite un cerveau sentinelle. Ça, c'est tous les travaux de Jean-Philippe Lachaud autour de l'attention, hein, notre neuroscientifique spécialiste de l'attention à Lyon, qui va parler de ce cerveau sentinelle. Pendant la nuit, le cerveau est comme un sentinelle, quoi. En disant, est-ce que je vais recevoir un message ? Est-ce qu'on est en train de parler de moi ? Est-ce que j'ai peur de passer à côté d'une info ? Voilà. Et donc, ça crée du coup un sommeil sentinelle non récupérateur. Un dernier message à l'attention des parents qui s'inquiéteraient pour le sommeil de leur adolescent. D'insister sur cette définition de l'autorité qui est la plus juste, qui est d'autoriser des choses. Et donc, si j'autorise certaines choses, ça veut dire que j'en interdis d'autres. Et donc, un discours qui marche bien auprès des familles, ça va être je t'autorise de telle heure à telle heure, mais pas de telle heure à telle heure. D'accord. Je t'autorise tel contenu, mais pas tel contenu. Je t'autorise après avoir fait les devoirs, voilà, et je t'interdis de le faire avant les devoirs. Voilà, chacun verra en fonction de l'organisation familiale, quoi. Mais le plus, c'est d'essayer d'exercer l'autorité parentale et d'avoir des règles explicites, claires. Par exemple, comportementales, mais pas du style je te fais confiance, hein, tu fais tes devoirs et après tu te mettras sur les jeux qu'après les devoirs, ou tu joues 1 heure, ou tu vas sur ton téléphone pendant 1 heure et puis après t'arrêtes. On peut pas faire confiance à des gamins parce que de toute façon tout est fait pour qu'ils y restent et tout est fait pour que le temps passe sans qu'on s'en rende compte. Et ça, c'est encore plus dramatique parce que le gamin, il a tellement peur de décevoir ses parents que quand il se passe ce genre de situation, l'agressivité, le conflit, c'est à cause de ça qu'on va être agressif, parce qu'on sait qu'on n'a pas fait ce qu'on attendait de nous, c'est parce que voilà. Et donc il y a des conflits parfois qui sortent de là alors qu'on ça partait d'une bonne intention, quoi. Voilà, c'est la fin de cet épisode de TikTok. Nous espérons que vous avez passé une bonne écoute. Pensez à vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode.